Merci beaucoup. C'est toujours avec autant de plaisir que je me retrouve à Olonzac. Donc moi, je vais vous embarquer en fait à bord d'un navire de l'époque romaine. Et puis nous allons sillonner ensemble la Méditerranée et voir quelle construction, quelle source de connaissances nous pouvons apporter. Donc moi, j'aurais peut-être plus de réponses que de questions par rapport à la communication précédente, mais c'était très intéressant de montrer quand même comment la recherche archéologique se construit et combien de temps il faut pour apporter ces informations. Et donc moi, je vais vous présenter à peu près 60 ans d'archéologie sous-marine. Donc on a du recul là, et on peut avoir des choses sûres qu'on peut affirmer. Alors, d'abord, la navigation en Méditerranée, elle est attestée au moins dès 6000 ans avant notre ère et probablement davantage. Par le peuplement des îles, bah oui, les gens ne sont pas arrivés à la nage sur les îles grecques, en Corse, en Sardaigne. Et puis, une autre source d'information, ce sont les importations d'obsidienne en Corse. L'obsidienne, c'est une roche volcanique vitreuse, extrêmement dure et qui était très prisée des peuples néolithiques pour tailler des outils très robustes et très efficaces surtout. Et l'obsidienne, ne se trouvant que dans les régions volcaniques, et la Corse n'étant pas un volcan à ce que l'on peut savoir, elle est forcément arrivée par bateau, puisqu'on la trouve utilisée par les peuples néolithiques en Corse. Ensuite, deuxième chose pour expliquer pourquoi la navigation est aussi importante, notamment pour le commerce, eh bien, c'est que c'est le mode de transport le plus rapide, le plus sûr et le plus économique. Je vous donne juste une comparaison. Un bateau de 150 tonnes à l'époque romaine, c'est un tonnage moyen. Les plus gros atteignent 350, 400, 500 tonnes. Et ben, vous mettez un bateau de 150 tonnes sur la route. Il vous faut 375 chariots de 400 kg chacun, et ce convoi de chariots va parcourir au mieux 3 km à l'heure. Alors on va voir maintenant la comparaison avec les vitesses de navigation. Je vous ai mis une petite carte de la Méditerranée avec quelques grands ports. D'abord, c'est une mer fermée. Les durées de navigation ne sont pas si longues, on n'est pas dans une navigation transocéanique, transatlantique ou transpacifique. L'archéologie expérimentale, c'est-à-dire reconstruire des bateaux antiques pour essayer de les faire naviguer et tester leur qualité nautique, ont montré que des estimations raisonnables de 4,5 à 6 nœuds à l'heure, soit 8 à 11 km/h, était tout à fait possible si les vents étaient favorables. En revanche, il devait y avoir de longues périodes d'immobilisation quand les vents étaient défavorables, ou même non seulement d'immobilisation, mais de dérive dans un sens opposé à celui où on voulait aller. Nous avons également à notre disposition, outre l'archéologie expérimentale, des sources de l'Antiquité, comme Pline par exemple, dans ses histoires naturelles, qui va nous relater des temps de parcours que l'on peut quand même considérer comme des temps de parcours assez exceptionnels, mais il n'a rien inventé, c'est tout de même crédible, avec des bons vents. 2,5 jours pour aller d'Ostie à Carthage, 3 jours pour aller d'Ostie à Narbonne, et là je vous ai mis une petite comparaison. En fait, pour aller d'Ostie à Narbonne, par le cursus publicus, c'est la poste créée par Auguste, il faut 6 jours. Donc là aussi, vous voyez que le ratio mer-terre est beaucoup plus favorable. Et 6 jours pour aller de Messine en Sicile à Alexandrie. Et puis nous avons également des indications de prix. L'édit de Dioclétien, qu'on appelle aussi l'édit du maximum, c'est un texte qui fixe les prix maximum auxquels on a le droit de vendre telle ou telle marchandise. Et à travers cette liste de marchandises et de provenance, on arrive à tirer comme information que le transport d'un chariot de blé sur 100 km, c'est le même prix que de faire traverser un bateau d'est en ouest sur la Méditerranée. Voilà. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est la même chose. C'est pour la raison pour laquelle nos t-shirts qui viennent de Chine ne coûtent quasiment rien. En fait, ce sont plutôt les intermédiaires qui tirent les profits de ce mouvement. Alors, les marchandises que l'on retrouve, qu'est-ce que nous avons à notre disposition pour étudier le commerce maritime dans l'Antiquité? Alors, on retrouve tous les pondéreux. D'abord, tout voyage par la mer, parce que c'est le plus économique, et plus c'est lourd,
eh bien, plus on a intérêt à le faire voyager par la mer. Donc, les pondéreux, ce sont les matériaux de construction et les matières premières, comme les métaux, bien entendu, mais aussi le verre qui était une matière première à l'époque romaine. On s'est aperçu que le verre était en fait produit dans des ateliers primaires en Méditerranée orientale, c'est-à-dire dans une région entre aujourd'hui la Palestine et le Liban, la Palestine et l'Égypte, qui disposait d'un minéral qui s'appelle le natron, qui est un dérivé du sodium et qui servait de fondant, parce que les fours de l'époque ne permettaient pas d'atteindre la fusion de la silice sans ajout de fondant, puisque les températures n'étaient pas suffisamment élevées. Donc, au Moyen-Âge, le fondant, c'était les cendres. Dans l'Antiquité, c'est le natron. Donc, on va faire du verre, donc de la matière première vitreuse, et puis on va la transporter dans tout le monde romain, dans des ateliers secondaires, où là, des verriers vont transformer cette matière première vitreuse en objets manufacturés, qu'il s'agisse de vitres, de vaisselle, de bouteilles, absolument tout ce qu'on veut. Alors, cette hypothèse, elle a été posée par les archéologues terrestres il y a déjà pas mal d'années, parce que quand ils faisaient des analyses sur les compositions chimiques des verres, ils s'apercevaient qu'ils arrivaient à des compositions chimiques très semblables, comme si tous les verriers de l'Occident s'étaient approvisionnés à la même source de sable. Bon, on ne fait pas transporter du sable sur un bateau, c'est un peu aberrant, du sable on en a partout. Donc eux, ils ont comment? Alors en plus, le verre dans l'Antiquité, il était recyclé. On a trouvé sur des épaves des tonneaux de débris de verre, du calcin, c'est-à-dire du verre brisé, comme ce que vous mettez dans les boîtes de recyclage de verre aujourd'hui. Donc tout cela, ça faussait aussi les compositions chimiques. Mais l'hypothèse des chercheurs qui travaillaient sur le verre était, si notre hypothèse est bonne, un jour, on trouvera une épave avec une cargaison de verre brut. Et ceci est arrivé en 1995. Donc, vous voyez, par rapport à la communication précédente, il faut parfois être très patient pour asseoir vraiment nos hypothèses et les transformer en connaissances. Donc, c'est l'épave des Ambiers dont je vous montre les très belles photos. Donc là, vous avez du verre qui a subi une seule cuisson et qui ensuite va être débité sous forme de blocs informes, refondu par les verriers pour être transformé en objet. Ensuite, toujours dans ce que l'on retrouve, tout ce qui se mange et tout ce qui se boit et tout ce qui sert à l'alimentation est transporté dans des amphores et se retrouve également, et sont trouvés par les plongeurs qui prospectent nos côtes. Donc, on transportait de l'huile, du vin, du garum, le garum c'est l'équivalent du gnoc-mam, des viandes salées et des poissons en saumure, puis toutes sortes de fruits secs. Et là, vous avez le contenu d'une amphore à salaison de poisson. On retrouve également des œuvres d'art, je ne vous les détaille pas, je vous ai mis parmi les plus belles de nos collections. Une partie viennent de nos côtes, là, comme Riche-Duncat vers Marseillan, ou la Fourmigue dans le Var. Et puis, il y a les marchandises que l'on ne retrouve pas. Et on ne retrouve pas, en fait, ce qui n'était pas des pondéreux, ce qui n'était pas des denrées dans de la terre cuite, et donc ce sont toutes les matières organiques qui échappent à notre connaissance. Le blé, les tissus en vrac et les esclaves. Ou même les animaux pour les jeux du cirque. Vous avez une représentation de bateau à l'écran qui vous montre des cages avec des animaux à l'intérieur transportés sur le pont d'un bateau. Et puis l'image de gauche, en fait, c'est une épave qui a été détectée à grande profondeur par des robots. Et vous voyez, cette épave, elle est absolument vide. Il n'y a absolument rien dedans. Et on ne faisait pas voyager dans l'Antiquité les bateaux lèges, parce qu'un bateau qui n'a pas de cargaison, au minimum, on lui met du lest. Mais un bateau vide n'est pas dans ses lignes et ne peut donc pas naviguer. Il va flotter à la surface de l'eau et il va dériver. Il faut qu'il y ait une partie de la coque du bateau qui soit bien enfoncée dans l'eau pour servir de dérive par rapport au vent et au courant. L'organisation du commerce maritime. Comment était pratiqué le commerce maritime dans le monde romain? Nous avons des indications, par exemple, à travers des bouchons de pouzzolane. La pouzzolane, c'est un sable volcanique qui servait à sceller certaines amphores. Donc, sur l'image de droite, vous voyez comment étaient bouchées les amphores à vin italiennes par du liège, puis par-dessus
un bouchon de pouzzolane. Ces amphores sont produites dans la région de la Campanie principalement, où on trouve donc cette pouzzolane. Et vous voyez que sur les bouchons de pouzzolane, on appose par un sceau le nom du propriétaire de la cargaison. C'est le nom du marchand qui est affiché sur le bouchon de pouzzolane. Et ce qui est très intéressant, c'est quand sur une épave en France, à Saint-Raphaël, on va retrouver sur les bouchons de pouzzolane qui scellaient les amphores de la cargaison, on va trouver un timbre au nom d'un personnage qui s'appelle Sextus Arius, et dont on nous dit aussi sur le timbre qu'il est le fils d'un certain Marcius. Et ce même nom va se retrouver sur 2 ancres de cette épave-là, sur les 2 ancres de l'épave. Là, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que le marchand qui commercialise le vin qui est dans ces amphores est aussi le propriétaire du bateau. Mais on va voir que la situation dans l'Antiquité est beaucoup plus complexe. Là, nous avons un transporteur qui a acheté du vin, une cargaison de vin, et qui la commercialise sur son propre bateau. Autre chose intéressante, sur une autre épave, sur l'épave Mer A, près de Marseille, c'est une amphore qui contient uniquement de la pouzzolane. Et sur la même épave, on a un seau. Là, ça nous dit que les amphores sur ce bateau ont été embarquées avant d'être entièrement bouchées. Elles étaient certainement bouchées par les bouchons de liège, mais on devait avoir à bord du bateau le représentant du négociant qui accompagnait la cargaison et qui finissait de sceller les bouchons de pouzzolane en apposant le sceau du propriétaire, du négociant qui était le propriétaire du vin qui était dans les amphores, pour à l'arrivée, surtout s'il y avait d'autres propriétaires, d'autres négociants qui partageaient le même navire, pour que chacun reconnaisse ses petits à l'arrivée. Je n'empiète pas sur la communication de ma collègue, mais je vous parle, moi, juste de l'organisation du commerce à partir de ce que les inscriptions peuvent nous révéler. Nous avons des timbres sur les anses d'amphores, je n'en parlerai pas beaucoup, mais c'est généralement le nom de la Figlina, le domaine producteur, qui fabriquait à la fois les amphores, mais aussi qui faisait pousser les production agricole, d'où dérivaient les produits qui étaient mis dans les amphores, ici de l'huile. Mais nous avons beaucoup plus intéressantes des marques au noir de fumée. Ces marques sont extrêmement fugaces, elles ne se retrouvent que dans des conditions particulières. Si l'épave a coulé sur une côte rocheuse, aucun espoir de retrouver des marques peintes. Si elle a coulé sur une côte sableuse, très sableuse, avec beaucoup de courant à faible profondeur, les marques peintes vont être complètement arasées, effacées par le sable. Et donc, il faut avoir des épaves qui sont conservées dans des milieux anaérobies, des poches d'argile, par exemple. Et là, on va retrouver ces magnifiques marques peintes, ici sur des amphores Dresselvin. Et qu'est-ce qu'elles nous disent, ces marques peintes? Eh bien, vous voyez qu'on a en majuscule sur la panse, sur le haut de panse et le col, un chiffre en haut, un nom et un chiffre en bas. Et puis, en cursive, sous l'anse, tout un tas d'indications complémentaires. Quelles sont ces informations? Le poids de l'amphore vide, le nom du négociant, ici c'est Lucius Antonius Epaphroditus, et puis au génitif, puisque c'est à lui, c'est sa cargaison, et puis un autre chiffre qui est le poids du contenu de l'amphore. Donc ici, on sait que ce sont des amphores à huile, donc c'est le poids de l'huile qui est transporté dans l'amphore. Le nom du négociant est très intéressant, le poids, à la limite, est assez anecdotique. Mais en cursive, sous l'anse, nous avons une véritable étiquette, une véritable traçabilité. Nous avons le nom du personnage qui représentait le négociant et qui a pris en charge l'huile dans le domaine du sud de l'Espagne, où cette huile a été produite. Nous avons le nom du domaine. Je vous passe, les noms, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Et là, nous avons même le nom du propriétaire, ou, dans le cas qui est à l'écran, le nom de la propriétaire. Et là, nous apprenons que, du coup, des femmes exploitent des domaines en leur nom. Et puis également un chiffre qui est le nombre d'amphores du même lot, donc qui provient du même domaine.
et puis encore d'autres inscriptions, la répétition du poids, et puis encore le nom d'un autre personnage. Alors, qu'est-ce qu'elle nous enseigne lorsqu'on retrouve ces marques peintes en grand nombre sur une même épave? Elles nous disent que des amphores provenant d'autres domaines voyagent sur ce bateau pour le compte du même négociant, c'est-à-dire qu'un même négociant peut s'approvisionner dans plusieurs domaines. Vous allez avoir Lucius Antonius Epaphroditus en majuscule, et puis sous l'anse, vous allez voir que l'huile que ce monsieur a achetée vient de différents domaines producteurs. Vous allez avoir aussi, sur le même bateau, des amphores au nom d'autres négociants. Il n'y a pas que les amphores de monsieur Lucius Antonius Epaphroditus. C'est-à-dire que plusieurs négociants, cette fois-ci, se sont associés pour affréter un même bateau. Ou qu'un même bateau, comme il n'avait qu'une petite cargaison d'une certaine personne, a réservé à bord, dans la cale, de l'espace pour d'autres marchands, mais qu'en tout cas, le bateau ne va appareiller que quand il sera à pleine charge, quand le propriétaire du navire ou l'armateur aura estimé que son trajet va être rentable. Et puis, nous avons même aussi deux négociants qui s'associent pour une seule et même amphore. Alors, en fait, on en a deux amphores, dont l'huile qui est à l'intérieur a été achetée par deux marchands. Donc là, nous avons des gens qui ont un faible pouvoir d'investissement, mais qui font quand même des affaires par le biais du commerce maritime. Alors, là, je ne suis plus sur l'archéologie sous-marine, mais je me réfère au droit romain. Le droit romain, c'est pas qu'un droit comme aujourd'hui, hein. C'est pas un droit écrit et avec différents textes qui vous disent à l'avance. C'est un droit, ce qu'on appellerait aujourd'hui jurisprudentiel, c'est-à-dire que les jurisconsultes de l'époque romaine sont sollicités, répondent à des questions qu'on leur pose, et c'est passionnant, parce qu'on leur pose toutes sortes de questions, et ce sont les réponses que les jurisconsultes ont apportées à ces questions de droit qui nous sont parvenues par différentes sources de l'Antiquité tardive, mais ces sources de l'Antiquité tardive rappellent les noms des jurisconsultes d'époques antérieures. Donc on a toute une chronologie en fait de l'évolution du droit. Et donc, qu'est-ce que nous apprenons par ces textes? Nous apprenons, alors déjà, propriétaire, armateur, magister navis. Donc ça, il faut distinguer un peu les fonctions. Donc un propriétaire de bateau, c'est quelqu'un qui a fait construire un bateau, et le bateau lui appartient. Il peut l'exploiter lui-même. Mais il peut aussi le confier à un armateur. L'armateur, c'est celui qui arme le navire, c'est-à-dire qui va fournir tout ce qu'il faut pour que le navire puisse naviguer, à commencer par l'équipage, mais également l'avitaillement, c'est-à-dire tout ce qu'il faut pour nourrir l'équipage à bord. Et puis le magister navis, c'est celui qui va, sur le bateau, exploiter le bateau, c'est le capitaine en gros du bateau, c'est le responsable du bateau. Donc, qu'est-ce qu'on apprend par le code de Justinien, ici, CJ? Si un patron de navire a été préposé par une femme, elle est tenue à l'égard des contrats qu'il a passés. Je n'explicite pas davantage, mais une femme peut donc être propriétaire de navire. Ben oui, même à l'époque romaine. Ensuite, un armateur. Alors pour être propriétaire, quand même, il faut être libre dans le monde romain. Un esclave ne peut pas être propriétaire. Un armateur, ben là, c'est le digeste, tout le monde peut être armateur. Il importe peu que celui qui arme le navire soit homme, femme, père de famille, fils de famille ou esclave. Et on a le roman de Pétrone, le Satyricon, avec le héros principal qui s'appelle Trimalcion, qui est donc un esclave enrichi par le commerce maritime. Et puis, le magister navis, dans le digeste, lui, c'est le responsable du bateau, celui qui passe les contrats, celui qui est responsable de l'équipage. Nous devons entendre par patron de navire celui auquel le soin de tout le navire a été confié en totalité. Aussi, les patrons sont-ils en charge de mettre en location des navires ou de prendre des marchandises ou des passagers ou de procéder à ce qui est nécessaire pour l'armement ou les vivres. Et donc là, on apprend, mais on a d'autres sources qui nous le disent, que les passagers utilisaient les bateaux de commerce pour se déplacer. Alors, si je résume, possession d'un navire réservé aux personnes libres
exploitation d'un navire sans restriction aucune fondée ni sur le statut ni sur le genre. Et puis, réduction des risques et des charges financières par des co-entreprises et aussi par des prêts. Alors, je ne vais pas développer ça, c'est trop long, mais c'est ce qu'au Moyen-Âge on appellera, mais cela existe dès l'Antiquité, le prêt à la grosse aventure. C'est-à-dire qu'un armateur qui veut transporter une cargaison de marchandises d'un point à un autre de la Méditerranée, pour ne pas assumer tout seul les risques, va emprunter de l'argent, et on a des textes qui nous racontent tout ça, va emprunter de l'argent pour acheter sa cargaison à des taux d'intérêt extrêmement élevés. Si la traversée réussit et que la marchandise est vendue, le marchand, l'armateur, va s'enrichir et va payer les intérêts qui sont dus aux financiers qui ont financé l'opération. En revanche, si le bateau coule et que ce n'est pas de la faute du capitaine du bateau, eh bien, le prêt ne sera jamais remboursé et donc c'est le financier qui va supporter intégralement le coût. Oui, sauf que les taux d'intérêt sont tels que l'opération reste très rentable. Et puis, quelque chose d'amusant, alors on n'a pas ce genre de sources pour l'Antiquité comme on l'a au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, dans les grands ports de Méditerranée, vous avez les registres d'entrée et sortie de ports qui, par chance, sont souvent conservés. Et dans ces registres d'entrée et sortie de port, on vous dit que l'année un tel bateau qui s'appelle tant, qui est commandé, qui est piloté par dirigé par telle personne, a accosté au port de Barcelone avec une cargaison de tant de ballots de laine, de tant d'autres marchandises en provenance d'eux. Ah, c'est génial, quand on a ça, pour faire de l'histoire économique, on a tout. Alors, dans l'Antiquité romaine, non. Heureusement qu'on a l'archéologie sous-marine, parce que les sources ne nous disent quand même pas grand-chose, sauf sur le plan juridique. Mais en Égypte romaine, on a exactement l'équivalent de nos registres d'entrée et de sortie de port. Et on a des papyri, et notamment ici le papyrus de Theptinis. C'est un reçu fiscal, donc qui est un document comme quoi le bateau a acquitté les frais douaniers qu'il devait acquitter, et ce reçu fiscal de la fin du IIe ou du début du IIIe siècle de notre ère mentionne une femme qui s'appelle Sarapias et qui est désignée explicitement dans ce texte comme propriétaire de navire et responsable de l'acheminement d'une cargaison de blé sur le Nil. Alors je ne vous dis pas, ces sources sont extrêmement rares, mais extrêmement précieuses. Maintenant, je vais vous parler des bateaux. Comment étaient construits les bateaux dans l'Antiquité? Ici, vous avez un relief funéraire, une stèle funéraire d'un charpentier de marine qui a fait couler beaucoup d'encre avant qu'on comprenne la signification de cette stèle funéraire. Vous avez un charpentier de marine qui est en train de tailler une membrure de bateau. Membrure, c'est l'ossature transversale. Et le bateau qui est derrière lui, il est entièrement construit. Donc la coque, l'enveloppe est montée. Donc, qu'est-ce qu'il fait à tailler une membrure? Il fait peut-être des réparations. Voilà. Et puis tout cela s'est éclairci avec les premières fouilles sous-marines. Là, c'est vraiment l'archéologie sous-marine qui est la seule source d'information. Il existe deux grands principes de construction navale. Aujourd'hui, on va placer la quille, l'étrave et les tambours, les assembler, puis on va poser dessus le squelette, les membrures, qu'on va solidement fixer à la quille, et puis, quand on aura fait cela, on va habiller ce squelette avec le bordé, qui est l'enveloppe du bateau. Eh oui, et dans l'Antiquité, on ne faisait pas comme cela. Alors, on commençait toujours par la quille, l'étrave et les tambours, qu'on assemblait. Mais ensuite, on montait le bordé. Et au passage, avec l'image de gauche, on apprend que dans l'Antiquité romaine, déjà, il y avait des bateaux à double coque. Tous les bateaux n'avaient pas une double coque, mais les bateaux à double coque existaient déjà. Mais peu importe qu'il y ait une coque ou deux coques, peu importe, l'enveloppe extérieure du bateau était montée en premier directement sur la quille, l'étrave et les tambours. Comment fait-on? On n'a pas les membrures pour clouer l'enveloppe dessus. Eh bien, c'est par un jeu
de petites mortaises dans lesquelles on insère des languettes. Rassurez-vous, vous allez comprendre, les images vont arriver, mais je vais vous commenter ce que vous avez à l'écran. Des mortaises sont pratiquées dans la quille à des intervalles assez rapprochés, variables, mais entre 15 et 30 cm, suivant les époques. Dans ces mortaises sont placées des languettes. Je ne dis pas des tenons, parce que le tenon, c'est un élément fixe dans un meuble. Si vous montez des meubles Ikea, vous voyez ce dont je veux parler. Donc, des languettes insérées dans des mortaises. Et puis ensuite, eh bien, sur ces languettes, on va ajouter des planches les unes après les autres. C'est ce que vous avez sur l'image de gauche. Pour vous aider à comprendre cela, je vous mets le croquis des mortaises, des languettes, et les languettes sont en plus chevillées par des petites chevilles de bois. Donc vous avez deux mortaises en vis-à-vis, la languette qui réunit les deux planches en vis-à-vis, et une fois que les deux planches sont assemblées, des petites chevilles qui viennent bloquer la languette. Et sur l'image de droite, vous avez la reconstruction par une équipe américaine à Chypre de l'épave de Kyrenia du début du IIIe siècle avant notre ère. Vous oubliez les petites membrures qui sont les petites choses blanches là qui sont à gauche de l'image. Ne les regardez pas. C'est le chantier de reconstruction qui les a placées. Dans l'Antiquité, elles n'existent pas. Vous avez la quille et puis directement sur la quille, on monte la première virure de bordée, puis la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième, comme je viens de vous expliquer. Et là, vous avez l'équipe qui est en train de monter la cinquième ou la sixième. C'est-à-dire que sur la dernière virure qui vient d'être posée, vous avez toutes les languettes qui sont placées dans les mortaises, qui sont verrouillées sur la virure qui est déjà en place, et on vient présenter la virure suivante qu'on emboîte sur les languettes. Et là, on verrouille avec des petites chevilles. Et puis ensuite, vous avez le deuxième bonhomme à l'arrière qui est déjà en train de tailler des mortaises sur la virure qui vient d'être emboîtée sur les languettes. Il est en train de tailler les mortaises dans lesquelles on va mettre les languettes, dans lesquelles on va placer ensuite la virure suivante. Ça s'appelle de la construction sur bordée, à la différence de la construction d'aujourd'hui qui est une construction sur couple. Les membrures sont insérées ensuite, mais du coup, elles ne sont pas assemblées à la quille, ou très rarement, ou quand il y a des réparations. Elles sont seulement fixées sur le bordé. Et vous voyez que je dis les membrures sont fixées sur le bordé. Aujourd'hui, on dira que le bordé est fixé sur les membrures, puisque les membrures sont en place avant. Vous voyez donc des petits bonhommes qui sont maintenant en train d'enfoncer des grosses chevilles de bois qui s'appellent des gournables, de l'extérieur vers l'intérieur du bateau, parce que ces gournables sont tronconiques, elles sont plus fines côté interne que côté externe, elles sont légèrement tronconiques, et ça, pour une meilleure étanchéité, il faut les enfoncer depuis l'extérieur. Donc, c'est vraiment l'archéologie sous-marine qui nous a permis de comprendre cela, et comment l'avons-nous compris? Eh bien, simplement, cet assemblage rapproché de languettes dans des mortaises bloquées par des chevilles, on le trouve même sous les membrures. Donc, si les membrures avaient été en place en premier, comment aurait-il fait pour enfoncer les petites chevilles de languettes? C'était impossible. Donc, c'est la preuve que les virures de bordée étaient montées avant. Et cela explique la stèle funéraire du charpentier. Son bateau est derrière lui, il est encore en cours de construction et il est en train de tailler les dernières membrures qui vont lui permettre de lancer son bateau à l'eau. La navigation maintenant. Alors, à cette époque-là, il n'y a pas de boussole, il n'y a pas d'astrolabe, il n'y a pas de loch, il n'y a aucun instrument de navigation, il n'y a pas de carte marine. Si, il y a un instrument de navigation, celui que vous avez à l'écran, le plomb de sonde. Et c'est le plus important. La navigation, elle n'est pas dangereuse au large. Au large, si on affronte une tempête, on affale les voiles, on dirige le bateau nez au vent et on attend que ça passe. On dérive, on se perd, on se jette sur la côte la plus proche, malheureusement. Mais si on est vraiment en mer au large et qu'on n'a pas la côte à proximité, eh bien on va dériver des jours et des jours tranquillement jusqu'à ce que la tempête se passe. En revanche, quand on s'approche des côtes, à l'époque, il n'y a pas de phare, il n'y a pas de balise, on ne sait pas par où
contourner un cap. On ne sait pas comment prendre un sec. Un sec, c'est un rocher qui affleure sous la surface de l'eau. Aujourd'hui, les secs, ils sont balisés, mais ils ne le sont pas. Donc, l'important, c'est de connaître la hauteur d'eau qu'on a sous la quille du bateau. Sinon, on va s'échouer. Et donc, le plomb de sonde, on y met une corde dans l'anneau que vous avez sur le dessus, c'est un plomb, et on descend le plomb de sonde, et quand il touche le fond, on n'a plus qu'à le remonter, et on connaît la hauteur d'eau qu'on a sous le bateau. Et en plus, on y met du suif ou de la cire, et ça permet également d'avoir une petite idée de la nature du fond, parce que quand on va remonter le plomb, on va le retourner, on va regarder qu'est-ce qui est piégé dans ce qui peut coller et retenir soit du sédiment, soit des algues, soit rien du tout si on est sur du rocher. Et donc, on peut avoir une idée également de la nature du fond. Donc, la navigation dans l'Antiquité, c'est vraiment une navigation empirique, c'est le savoir-faire des pilotes qui se transmet de père en fils ou qui se transmet au sein de la communauté des marins et des pilotes. Mais il n'y a pas que la navigation côtière. On est revenu sur l'idée que les marins étaient des soldats, des paysans qui n'étaient pas des marins, alors que les Grecs étaient des grands marins, ce que j'ai appris moi à l'école primaire. Non, les Romains avaient de très bons bateaux, et on verra tout à l'heure les tonnages, et pratiquaient la navigation hauturière. Alors, pour la navigation hauturière, mes deux images se sont collées l'une sur l'autre, je suis désolée. En fait, par exemple, vous avez le détroit de Bonifacio, entre la Corse et la Sardaigne. On a un grand nombre d'épaves dans cet espace maritime, et ces épaves illustrent principalement un commerce entre l'Espagne du Sud et l'Italie. Et également, mais il y en a un petit peu moins, un commerce entre l'Italie et l'Espagne du Sud. Mais cette route-là est une route en partie hauturière. Et puis vous avez bien sûr le commerce entre Alexandrie et Rome, ou le commerce entre la Sicile et Alexandrie, où il y a des zones quand même où on ne voit pas la terre. Alors, comment étaient faits les bateaux romains? Non pas comment ils étaient construits, mais comment ils étaient faits et comment ils naviguaient. Alors, il y avait toutes les tailles de bateaux, des petits bateaux à un mât, comme la réplique de Kyrenia. Bon, là, on est dans le monde hellénistique, mais vous avez à l'époque romaine également des bateaux à un mât de quinzaine de mètres de long. Et puis, vous aviez les plus gros navires avec 3 mâts. Et vous observez sur l'image de droite une forme très particulière de l'étrave. Ça s'appelle un bulbe d'étrave. Et cette forme très particulière de l'étrave qu'on retrouve aujourd'hui sur les pétroliers ou sur les méthaniers a la propriété de donner une meilleure stabilité au navire lorsqu'il affronte la mer. L'archéologie expérimentale a montré qu'avec une voile carrée, la navigation au pré est compliquée, mais n'est pas impossible. Et donc, les bateaux antiques pouvaient remonter au vent selon un angle de 50 à 60 degrés. Alors, les grands bateaux de course aujourd'hui, de course autour du monde, arrivent à serrer le vent à 30 degrés. Évidemment, 50 à 60 degrés, ça fait ce qu'on appelle des bords carrés. C'est-à-dire vous partez d'un côté, vous partez de l'autre, mais à force, vous finissez par arriver à l'endroit où vous voulez vous rendre. Les meilleures allures sont bien sûr le vent arrière, allure portante, ou le grand largue. Ici, une maquette, mais pas une maquette navigante cette fois-ci, mais une maquette de l'épave de la Madrague de Gien, à 2 mâts. Et là, on observe 2 choses, le bulbe d'étrave, mais on observe surtout la zone grise qui correspond à la partie immergée du bateau, la carène. Et en fait, jusqu'au 1er siècle de notre ère, les bateaux romains étaient revêtus d'une feuille de plomb sur la partie immergée de la coque. C'est la peinture anti-fouling d'aujourd'hui. C'est pour éviter que des micro-organismes marins ne viennent se fixer sur le bois et au bout de quelques années, ralentissent la marche du bateau. Alors aujourd'hui, si vous avez des bateaux en bois, vous les sortez de l'eau tous les ans, puis vous les carénez, vous les repeignez, vous les nettoyez d'abord, et puis ensuite vous les repeignez avec de la bonne peinture anti-fouling. Et à l'époque, ils avaient trouvé le plomb. Et à l'époque où ils utilisent le doublage de plomb, les clous sont des clous majoritairement en bronze.
Et on s'aperçoit que le plomb va être abandonné au moment où on va remplacer les clous en bronze par des clous en fer. Alors il se pourrait que cela s'explique par des phénomènes d'électrolyse du plomb et du fer qui font que il faut choisir. Le fer c'est beaucoup moins cher, mais du coup on abandonne le plomb. Comment naviguait-il au pré avec une voile carrée? Pour naviguer au pré, il faut amener la voile le plus possible dans l'axe du bateau. Alors, avec des voiles triangulaires, des voiles auriques ou même des voiles latines, c'est beaucoup plus facile. Eh bien, on s'est aperçu, et là, c'est pas l'archéologie sous-marine, heureusement que nous avons quand même aussi l'iconographie qui nous permet de faire des comparaisons entre ce que nous trouvons sous l'eau et les représentations de bateaux dont nous pouvons disposer. Eh bien, il y avait déjà dans l'Antiquité existait un petit cordage qui s'appelle la bouline. Et la bouline, c'est une corde qui va relier ici la grand voile à un petit mât de proue sur les petites entailles que vous avez en bas à droite. Et puis sur la mosaïque de Témétra à gauche, vous voyez également ce petit cordage. Et le fait de pouvoir relier la grand voile au mât de proue va vous permettre, avec l'écoute ensuite, de beaucoup plus tirer sur la vergue et de l'amener, et je vous ai dit, selon un angle de 50 à 60 degrés avec le vent. Mais il n'y avait pas que les boulines. Il y avait une autre solution pour naviguer au pré avec une voile carrée. Ce sont les cargues. Les cargues, ce sont des cordelettes qui passent dans des anneaux, dans les voiles, et qui permettent de remonter la voile pour réduire la surface de toile qu'on va exposer au vent. S'il y a beaucoup de vent, on ne va pas déployer toute la voile. On va déployer une surface de toile un peu plus réduite. Donc vous avez des petits marins sur la représentation du relief de Naevoliatike. Vous avez des petits marins là qui sont en train de carguer les voiles. Et ouais, un petit souci. Et c'est pas grave. Sur l'image de droite, vous avez une représentation très connue d'Ulysse qui se fait attacher au mât du bateau pour résister au chant des sirènes. Et vous voyez la voile derrière Ulysse, vous voyez qu'elle a une forme triangulaire. C'est-à-dire qu'avec les cargues, en jouant avec ces cargues, on va pouvoir réduire un côté de la voile pour donner une forme plus triangulaire à la voile. Les outils maintenant des marins, tels que nous les avons retrouvés à bord, des herminettes pour des réparations, des feuilles de doublage de plomb en réserve. Si le doublage de plomb a été abîmé par un accostage, par exemple, un peu manqué dans un port, eh bien, on va pouvoir remettre des feuilles de plomb, redéployer des feuilles de plomb pour réparer ce doublage. On a des tarières, c'est une chignole à main, là, vous n'avez que le manche qui est conservé, la tige n'est pas conservée. Une hache munie d'un crochet. D'un côté, on peut extraire des clous, ça c'est sur une épave de Port-Vendre, et puis un foret à archer. Alors le foret à archer, là on est déjà dans une chignole un peu plus perfectionnée. Vous avez son principe de fonctionnement qui est détaillé sur l'image de droite. Sur l'objet, vous avez donc une petite mèche qui n'est pas conservée, que vous n'avez donc pas à l'écran. Et cette petite mèche, on va la mettre en mouvement par un arc. L'arc va faire tourner, vous voyez la trace d'usure laissée par la corde. L'arc va faire tourner la partie haute du foret. Et cette partie haute, en tournant, va entraîner la mèche qui est en dessous, et on utilise cela pour faire des trous, notamment dans les pierres également, dans l'architecture. Et puis vous avez un maillet et un compas encore sur le haut. Les ancres. J'ai quand même un problème avec mon PowerPoint. Je ne sais pas si c'est le passage à Mac, mais tant pis, on va continuer comme ça, mais je suis désolée, mes images sont superposées alors qu'elles ne devraient pas l'être. Voilà. Donc là, je vous avais mis, mais vous ne la voyez pas à gauche, l'encre de Port-la-Nautique à Narbonne. Ça m'embête pour la suite parce que ça va être compliqué de vous expliquer certaines choses. Mais je ne vois pas comment faire.
Oui, oui, mais bon, là c'est pas très grave. Mais donc, il y avait plusieurs ancres à bord des bateaux qui étaient fixées, comme vous le voyez sur les graffitis qui sont au-dessous, des ancres qui étaient fixées à l'extérieur de la coque sur ce qu'on appelle des bossoirs. Et vous aviez deux types d'encres, des encres en fer ou des encres en bois à jas de plomb. Et comme ces encres étaient assez lourdes, à l'étrave, il y avait ce qu'on appelle un chômard. Alors, il n'y avait pas de treuil, hein, il n'y avait pas de guindeau, mais il y avait l'équivalent de ce qu'on appellerait un chômard aujourd'hui. Ça, c'est aussi une pièce exceptionnelle sur l'épave Chrétienne EA. C'est un rouleau sur lequel on fait rouler la corde qui relie l'encre. Donc ça permet de faciliter le fait de ramener l'encre à bord. J'espère que sur les suivantes, ça ne va pas faire la même chose. Et pourquoi je vous dis ça? Eh bien parce que ces ancres à jas étaient souvent extrêmement lourdes, suivant la taille du navire. Alors sur l'épave de Mahdia en Tunisie, on a retrouvé 5 jas d'encre, donc 5 ancres. Le plus gros ne faisait que 625 kilos. Mais on a d'autres jas d'encre qui ont été retrouvés la plupart du temps isolés et non pas à bord des épaves. C'est dommage parce qu'on aimerait bien associer la taille d'un bateau au jas d'encre. Donc sur Mahdia, on sait que le bateau faisait 39 mètres de long et que la plus grosse encre pesait 625 kilos. Mais on se demande de quelle taille devaient être les bateaux qui avaient des jas d'encre de 1300 kilos à Saint-Tropez, de 1400 kilos dans le Var et à Malte, 1850 kilos. Donc vous comprenez maintenant la raison d'être de ces chômards. Oui, pour l'instant, ça marche. Donc maintenant, je vais vous parler des pompes de cale. Parce qu'à l'époque romaine, on avait déjà inventé la pompe de cale, du type pompe à chapelet. Alors, je vais vous expliquer comment ça fonctionnait. Vous avez le croquis à gauche, un chapelet de disques enchâssé sur un cordage, qui circulent à l'intérieur de 2 madriers qui sont posés sur un corps de pompe. Donc le corps de pompe est dans le fond du bateau entre 2 membrures. 2 madriers verticaux relient le corps de pompe et le pont. À l'intérieur de ces 2 madriers creux circule le cordage avec les disques en bois. Et vous avez sur l'image de droite la pompe ouverte, un demi-madrier d'un côté, pour vous faire comprendre l'ouverture à l'intérieur et la circulation du chapelet. Les disques sont fixés par une petite clavette pour ne pas coulisser sur le cordage. Et les madriers, les 2 demi-madriers, sont assemblés entre eux par des clous, tout simplement. Et je vous repose ici la pompe, telle qu'elle a été retrouvée sur l'épave 2 de Saint-Gervais, dans le golfe de Fos. Donc vous voyez le corps de pompe à gauche en bas, les 2 madriers au-dessus. Alors on n'a pas toute la pompe, hein, malheureusement, mais c'est suffisamment bien conservé pour en comprendre le principe. Et parfois, la pompe était protégée, comme c'est le cas sur l'image de droite, par ce qu'on appelle un puits, c'est-à-dire que vous aviez tout un coffrage qui était construit autour de la pompe avec des planches et des madriers d'angle pour isoler la pompe de la cargaison. Et ça, c'est sur les plus gros navires bientôt, bien sûr, le navire de la Madrague de Gien. Et maintenant, que se passe-t-il sur le pont? Vous avez une manivelle qui entraîne le système et sur le pont, vous avez un bac en plomb qui recueille l'eau qui remonte des madriers et cette eau qui va s'accumuler dans le bac de plomb qui est placé au centre du bateau va être, selon la gîte du navire, qui va pencher à bâbord ou à tribord, l'eau par des tuyaux de plomb qui traversent le bateau va pouvoir se déverser sur bâbord ou sur tribord. Alors, un musée en Italie a tenté de reconstituer ces pompes de cale, et c'est le Museo Civico de Santa Marinella à Rome, et ils ont reconstitué en fait qu'un seul homme
pouvait remonter 120 litres d'eau par minute si la colonne d'eau était inférieure à 1,20 m. Ce qu'ils ont, eux, tenté comme expérience. La Madrague de Gien, la hauteur de cale est de 4 mètres. Donc, bon, soit il y avait plusieurs hommes qui entraînaient le système, soit c'était beaucoup plus long de vider la cale, mais en tout cas, ce système de pompe se retrouve sur la plupart des navires de l'époque romaine. Autre différence avec aujourd'hui, le gouvernail. Ah oui, pour la pompe de cale, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ces pompes à chapelet, on les retrouve dans la marine royale française ou britannique au XVIIIe siècle. Mais elles sont métalliques, elles ne sont plus en bois. Mais c'est le même système de chapelet, le même système d'entraînement. Le gouvernail. Alors le gouvernail, à l'époque romaine, il est très particulier. Ce n'est pas un gouvernail d'étambot. Le gouvernail d'étambot arrive en Méditerranée à la fin du Moyen-Âge, le gouvernail axial, dans l'axe du bateau. Jusqu'à la fin du Moyen-Âge, en Méditerranée, on ne connaît que ce qu'on appelle des rames gouvernail. Vous avez donc un gouvernail à bâbord et un gouvernail à tribord. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il n'y a qu'un seul gouvernail qui est actif en même temps, sauf par vent arrière. Par vent arrière, quand le bateau est parfaitement à l'horizontale sur l'eau, on peut utiliser alternativement l'un ou l'autre des gouvernails. Mais quand vous naviguez au pré, vous allez avoir le bateau qui va gîter fortement d'un côté, et donc le gouvernail qui est du côté au vent va sortir de l'eau. Et il ne servira plus à rien. C'est le gouvernail sous le vent qui est immergé et qui, lui, est actif. Alors, maintenant, je vais vous montrer une image absolument exceptionnelle. Voilà, une épave antique découverte à 2000 mètres de profondeur dans la mer Noire. Alors, évidemment, nous, quand on fouille nos épaves en Méditerranée, à des profondeurs de 15, 40, 50, 60 mètres, on n'a pas cet état de conservation. Là, vous voyez, c'est magnifique. L'épave est posée sur le fond et le gouvernail est entièrement conservé. Et c'est très intéressant parce que ça nous permet de voir comment la barre de gouvernail était fixée dans le manche, par le petit rond rouge que vous voyez. Et on a quand même retrouvé quelques vestiges de gouvernail. On n'a pas que cette épave de la mer Noire et nos représentations iconographiques. On a retrouvé sur l'épave des Lorons le plus beau gouvernail, et le seul d'ailleurs, complet à ce jour, puisqu'on a, c'est l'image de droite, et puis l'image, pratiquement toutes les images, sauf celle en bas à gauche. Donc, on a retrouvé la barre, le manche et la pelle. Et en bas à gauche, vous avez juste la barre de gouvernail de l'épave pour vendre 5. Alors, comment fonctionne ce gouvernail ? Eh bien, il est compensé. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie d'abord qu'il est plus facile à manœuvrer, mais surtout, c'est que l'axe de la pelle n'est pas placé, et l'axe du manche, pardon, n'est pas placé exactement au centre de la pelle. Il est légèrement déporté vers l'avant par rapport à l'axe de la pelle. Et ainsi, la résistance de l'eau va être légèrement moins forte d'un côté que de l'autre, ce qui va permettre de ramener plus facilement le gouvernail à la position neutre. Et en plus de ce phénomène de compensation, vous avez sur l'image en haut à gauche une échancrure dans la pelle, une entaille en forme de demi-lune qui permet de réduire les turbulences de l'eau sur un côté du gouvernail. Et c'est ce que vous avez aussi sur l'image de droite. Et donc, par ce biais-là, même sur les plus gros navires qui pouvaient avoir des gouvernails qui pouvaient atteindre jusqu'à 4 tonnes, tout compris, hein, la pelle et le manche et la barre, eh bien, ces gouvernails pouvaient être manœuvrés relativement facilement. C'est ce que l'expérience de Kyrenia a permis de mettre en évidence, mais on a aussi un texte d'un auteur qui s'appelle Lucien, qui nous dit « Même un grand navire pouvait être dirigé par un petit homme, la barbe grise, qui tournait les grandes rames de direction à l'aide d'une maigre barre. » Donc là, Lucien est en train de nous décrire l'Isis, un immense navire au port d'Athènes, dans le navire ou les souhaits.
Et ce gouvernail était protégé, parce que vous voyez qu'il est quand même extrêmement fragile, il est protégé par ce qu'on appelle l'aile de gouvernail, qui est une partie saillante de la coque qui vient protéger le manche. L'espace à bord. Comment vivait-on maintenant à bord d'un bateau? Eh bien, il y avait une cabine. Mais alors la cabine, c'est pas ce qu'on va trouver aujourd'hui dans le ferry ou dans le bateau de croisière qu'on va prendre pour partir explorer Barcelone et quelques autres villes portuaires aujourd'hui. La cabine, c'est un espace collectif dans lequel on prépare les repas. C'est uniquement les réserves d'alimentation pour l'équipage. Vous avez sur les photos de droite une reconstitution de la cabine de Kyrenia qui a été fouillée, de Yassiada, qui a été fouillée par une équipe américaine au large des côtes de Turquie. La fouille a été remarquablement faite parce qu'ils n'ont rien inventé, ils ont réussi à reconstituer les cloisons intérieures du bateau, qui sont très rarement préservées. Ils ont réussi à les reconstituer et à dresser cet aménagement de la cabine. On voit que la cabine est couverte de tuiles et ils ont également retrouvé un niveau de dalle avec des traces de feu qui permettaient de cuisiner les aliments. Alors, cet espace de cabine, comment le reconnaît-on? On le reconnaît par deux choses. Son emplacement donc, est repéré par, sur de la vaisselle, soit des traces de noir de fumée, puisque la vaisselle a été utilisée et mise au feu, eh bien il y a des traces de noir de fumée, mais on peut aussi retrouver des graffitis, comme celui que vous avez sur la petite assiette en haut à gauche, une encre, ou sur les deux images en dessous, les deux pichets, vous avez alors sur une du noir de fumée et sur celle du bas, des initiales, les initiales du propriétaire de ce pichet. Et puis on retrouve également, donc vous voyez les dalles avec le noir de fumée, les tuiles de couverture, dont certaines sont rondes, elles ont une ouverture ronde pour l'évacuation de la fumée. Et puis, quand on ne faisait pas directement le feu sur les dalles, eh bien, on disposait d'autres aménagements. Donc, en bas à droite, c'est sur des tuiles que sont placées les braises. Et puis, sinon, vous avez l'image d'un très beau foculus qui provient de la fouille de l'épave Bénatrois. Le foculus, c'est un petit appareil de cette taille-là, un brasero, avec une double cloison en plomb. Parce que vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on fait des braises dans du plomb? Ça doit ramollir le plomb. Pas du tout. Il y a une double cloison et on fait circuler de l'eau froide dans la double cloison par la petite cheminée dans laquelle on injecte, on verse de l'eau. Donc, système de brasero, cuisson des aliments. On embarquait également à bord des mortiers et des meules, tout simplement parce que le grain va se conserver beaucoup mieux que la farine ou que du pain déjà tout prêt. Donc on retrouve à bord des bateaux des meules, et ce n'est pas des meules de transport, parce qu'on n'en a que 1 ou 2 exemplaires au maximum. Quand c'est un transport de meules, on a une cargaison de meules et on en a plusieurs centaines. On retrouve également des mortiers en marbre ou en céramique. Et une fois qu'on s'était nourri, il fallait un peu se distraire à bord. Donc des jeux, des dés, des pions. La toilette avec quelques instruments. Oui. Non, mais toutes mes diapos, je suis extrêmement navrée, parce que là, vous deviez avoir les 2 strigiles de Port-Vendre. Voilà, il n'y a aucune superposition d'images possible. Bon, tant pis. Donc, un strigile, c'est quand on va au therme pour enlever les peaux mortes après des bains de vapeur. Et puis, sur l'image de droite, un très beau peigne qui est exposé au musée de Martigues. On s'éclairait à bord. Donc, l'éclairage par des lampes à huile. Donc, vous voyez la lampe à huile en terre cuite en haut avec le bec noir. C'est-à-dire que cette lampe a bien servi à bord du bateau. C'est pas une cargaison de lampes, c'est pas une lampe neuve. Vous avez également un éclairage type fanal, avec le fanal retrouvé à Gruissant, ou sur l'image de droite, le même fanal sur la colonne Trajane qui représente un navire. Et puis, ça c'est pour l'éclairage et la signalisation également, mais en cas de brume, vous aviez des clochettes. Alors sur la plupart des épaves, on a retrouvé ces petites clochettes. Et puis également
mais beaucoup plus rares. Alors cette fois-ci, 2 exemples. Une coquille de triton dentelé qui est percée, et une qui est découverte à Port-la-Nautique. J'avais pas l'image, je l'ai pas mise, mais ici, une coquille de triton servant de sifflet, qui était destinée, parce qu'elle présente 2 petits orifices pour le passage d'une cordelette, qui était destinée à être portée en sautoir par le capitaine ou par le marin de surveillance pour quelques heures pour la navigation. C'est une fouille en Catalogne, là, par Javier Nieto, et ça, c'est également un objet rarissime. Les navires portaient le nom de leur divinité protectrice. Ils portaient pas aujourd'hui le petit nom qu'on va donner, le gagne-petit, le bienheureux, etc. Donc on a un texte toujours du même Lucien qui nous dit « La proue porte de chaque côté la déesse Isis qui a donné son nom au vaisseau ». Et sur l'image, vous avez le graffito avec le nom de la déesse Europe. Donc on retrouve comme nom de bateau les grandes divinités protectrices de la mer, Isis, Junon, Aphrodite bien sûr, les Dioscures et quelques autres. Et parfois, le nom va se retrouver, donc tout à l'heure je vous ai présenté des jas d'encre avec le nom du propriétaire du bateau, mais de temps en temps, sur les jas d'encre, on va retrouver le nom de la divinité protectrice du navire. Donc ici vous avez très lisible Vesta et sur le dessin Artémis. Alors, les formes apotropaïques, ce sont des formes, des dessins, des symboles qui sont destinés à protéger le navire pendant la navigation. Vous avez l'œil, bien sûr. Ah ouais, non. Je suis un peu atterrée, là. L'œil, le dauphin, qui est une forme apotropaïque. Et puis, sur une épave en Israël, vous aviez un œil en marbre qui a été retrouvé, mais mobile. Alors, on ne sait pas s'il était fixé quelque part sur le bateau, mais en tout cas, l'œil a été retrouvé, tout petit œil en marbre, pendant les fouilles. Autre forme apotropaïque, c'est le dépôt d'une pièce de monnaie dans la cavité d'emplanture du mât. La cavité d'emplanture du mât, c'est la partie du massif d'emplanture dans lequel le pied du mât va venir prendre place. Donc vous voyez, c'est très important, le mât vient s'encastrer, s'emboîter dans une cavité sur une pièce qui surplombe la quille. Et avant de mettre le mât en place, eh bien on va déposer une pièce de monnaie. Et cette tradition de déposer une pièce de monnaie dans la cavité d'emplanture du mât se retrouve encore de nos jours dans les grands voiliers qui font la course autour du monde. Autre symbolique encore, ce qu'on appelle le coup d'Aphrodite. Quand on joue aux osselets, on a 4 osselets et chaque osselet a 4 faces. Le coup d'Aphrodite, eh bien, c'est quand vous jetez vos osselets et que chacun des 4 osselets tombe sur une face différente. La probabilité que chacun des 4 osselets tombe sur une face différente est quand même réduite. Eh bien, c'est ce qu'on appelle dans l'Antiquité le coup d'Aphrodite, et vous avez un jas d'encre qui vous montre d'un côté des coquillages qui vont symboliser donc Aphrodite, et à gauche et à droite, eh bien à droite vous avez la représentation des 4 osselets, c'est le dessin qui est en bas, chacun sur une face différente. Autre forme apotropaïque également, des cornes. Ce sont des cornes de bovidés qui sont remplies de plomb. Donc on a bien la corne, en corne, et puis à l'intérieur, on coule du plomb. Et ces cornes, là vous avez celle du Cap d'Agde, mais on en a retrouvé d'autres, sur d'autres épaves, et vous avez ces représentations qui vous montrent où sont placées les cornes. Elles sont placées sur la vergue, pardon. L'antenne, c'est pour les voiles latines. Elles sont placées aux extrémités de la vergue qui supporte la voile carrée. Et on voit que, ça c'est une autre qui vient d'une épave en Italie, on voit qu'elles étaient percées pour pouvoir être fixées et attachées donc à l'endroit où on devait les mettre en place. Et alors, à quoi servaient-elles ?
eh bien, elle favorise l'apparition d'une négrette de diffraction. En fait, on n'a pas l'appellation de ce phénomène naturel. C'est le feu de Saint-Elme au Moyen-Âge, ce qu'on appelle le feu de Saint-Elme au Moyen-Âge. Je n'ai pas trouvé comment on l'appelle dans l'Antiquité. Mais on m'en parle. C'est un phénomène qui est attribué au Dioscure et qui est considéré comme bénéfique, car en fait, il marquait l'apogée de l'orage. Donc c'est la fin de l'orage. Enfin, le calme se rétablit et on va pouvoir reprendre une navigation normale. Et il était attribué aux Dioscures, les Dioscures, qui sont connus pour être protecteurs des marins. Et là, je vous ai mis un poème de Stas, nourrisson d'Obalie. Obalie, c'est Sparte. C'est un roi de Sparte, pardon. Nourrisson d'Obalie. Ce sont les Dioscures qui sont appelés ainsi. Divin fils de Léda, faites luire sans cesse sur son vaisseau vos bienfaisantes flammes, n'abandonnez point les deux extrémités de l'antenne, que vos feux salutaires brillent et dans le ciel et sur la surface des eaux. Et alors, ce qui est assez amusant, c'est de constater qu'en latin comme en grec, cornu désigne la vergue et la corne, et en grec, kéras désigne aussi la vergue et la corne. Et alors, ce qui est amusant également, eh bien, c'est quand on retrouve, je ne sais pas, ces photos ont été prises par Daniel Mouchot, qui a trouvé justement des cornes dans le port de Monaco, associées à une épave. Eh bien, elle a fait ces photos dans les années 60. Un bucrane, vous avez sur la gauche, de bovin, et puis une corne sur l'étrave d'un bateau et un bucrane au sommet d'un mât. J'ai presque fini, je vous rassure. Les sacrifices. Donc ça, c'est un roman qui nous raconte, à mon arrivée après une violente tempête, j'allais offrir un sacrifice pour mon salut à la déesse des Phéniciens, ça va vous rappeler quelque chose, que les Sidoniens appellent Astarté. Donc, des sacrifices, lorsque on arrivait à bon port, et on a sur l'image de droite une scène de sacrifice sur le relief de la collection Torlonia, qui est d'ailleurs exposée en ce moment au musée du Louvre. Donc vous avez deux personnages sur le toit de la cabine qui sont en train de s'activer autour d'un chaudron, et à gauche, je vous ai mis une cuillère à libation, un simpoulum. Donc, effectivement, lorsque on avait réussi une traversée et qu'on arrivait sain et sauf au port de destination, eh bien, la coutume était d'aller d'aller faire un sacrifice de reconnaissance à la divinité qui avait protégé le voyage. Et je vais en terminer avec ce magnifique bonnet de marin qui a été découvert par André Bouscaras à Port-la-Nautique, dans ses fouilles des bassins portuaires de Port-la-Nautique. André Bouscaras, que vous voyez sur l'image de droite, qui nous a quittés il y a juste 30 ans, en juillet 1994. Donc il a été le pionnier de l'archéologie sous-marine en Occitanie, puisqu'il a commencé dans les années 50, c'est-à-dire exactement en même temps que les fouilles du Grand Congloué à Marseille. On a toujours tendance à dire les premières fouilles sous-marines, c'est le commandant Cousteau. Le commandant Cousteau, c'est en 1952. André Bouscaras, c'est en 1951 au Cap d'Agde. Voilà. Donc le pionnier de l'archéologie sous-marine en Occitanie, Cap d'Agde dans les années 50-60, et puis ensuite il s'est rabattu sur Port-la-Nautique quand est apparu au Cap d'Agde un certain Fonkerle qui n'avait pas du tout les mêmes pratiques que Monsieur Bouscaras, qui était beaucoup plus un récupérateur d'objets, un collectionneur, mais néanmoins à qui nous devons le musée de l'Éphèbe au Cap d'Agde. Et en fait, si André Bouscaras est parti travailler sur Narbonne et non plus au Cap d'Agde, c'est qu'il ne voulait pas alimenter le futur musée de Monsieur Fonkerle. Et donc, c'est pour ça qu'il est venu travailler à Port-la-Nautique, que vous avez des collections de Bouscaras à Olonzac. Et je terminerai en vous disant que 2 révolutions nous séparent de la marine marchande antique. Ces 2 révolutions, c'est la vapeur, d'un côté, et le conteneur. Voilà. Et tout de même, cette petite croisière sur la Méditerranée gréco-romaine nous a montré que l'image d'Épinal du Romain a laissé la place à un homme tourné vers la mer,
commerçants, marins, charpentiers de marine, toujours soucieux de disposer de navires aux meilleures qualités nautiques possibles, des navires de très grande performance, de très gros tonnage que nous ne retrouverons pas avant le 18e siècle. Pardon. Nous ne retrouverons pas ces gros tonnages avant le 18e siècle. Je vous remercie de votre attention.